Ok. Alors, un mot de présentation sur Adrien. Donc, il est docteur en sociologie et il est également chercheur associé au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po et au laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique au CNAM. Il a enseigné à Sciences Po, au Conservatoire national des arts et métiers, à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 5, Paris 10, Reims et l'IEP de Strasbourg et à l'École supérieure du travail social d'Arcueil. Ses activités de recherche croisent la sociologie de l'emploi, l'étude des dispositifs d'action publique et ethnographique critique de l'État dans une démarche de comparaison franco-allemande. Il enseigne actuellement à l'université de Toulouse où tu mènes des recherches. Voilà. Et le thème de la rencontre de ce soir, c'est contrôler les chômeurs pour discipliner les salariés. Qui est le titre du chapitre. Qui est le titre du chapitre dans le livre Le Nouveau Monde. Adrien, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Bonsoir aux personnes qui regardent et regarderont à distance. Alors, merci à la MJC d'accueillir cet échange, notamment parce que je pense que ce livre a une place assez particulière ici, puisqu'il s'agit, tu l'as dit, non seulement d'un livre qui fait... on est arrivé à 1000 et quelques pages, donc c'est très utile pour caler notamment des meubles, mais pas que. Il y a surtout 90 auteurs différents qui ont écrit dedans et qui ont tous une même orientation, à savoir essayer d'expliquer en 10-15 pages maximum, dans chaque chapitre, une de leurs conclusions générales de recherche scientifique dans un langage qui est un langage ordinaire, qui est un langage accessible et qui du coup me semble correspondre assez nettement au projet d'éducation populaire qui est celui historique des MJC. Et donc, je pense qu'on a une place, effectivement, donc, comme on le disait, assez adéquate ce soir pour en parler ici. Alors, c'est un peu une gageure, évidemment, de venir présenter un livre pour lequel il y a 90 auteurs et qui fait 1000 pages. Du coup, je vais opter pour la stratégie mégalomaniaque de parler de mon chapitre exclusivement. Mais voilà, c'est important de mentionner qu'il y en a beaucoup d'autres, mais évidemment, je suis très mal placé pour en parler. D'une part, parce que je n'ai moi-même pas lu tous les chapitres du livre, ce qui limite ma capacité à faire une synthèse globale, et d'autre part, parce que je trouverais dommage que les 80 autres auteurs ne soient pas invités à la MJC pour présenter leur propre chapitre, et donc je ne veux pas les en priver. Sur la présentation, effectivement, donc tu m'as présenté de manière intégrale. J'ajouterai peut-être un dernier élément qui est que, en tant que chercheur sur les questions de chômage, je suis peut-être une des seules personnes en France à me réjouir lorsqu'on franchit le seuil de 100 000 chômeurs de plus, puisqu'il y a des contrats de recherche qui arrivent. Bref, je fais partie de ces rares personnes qui sont gagnantes à la question du chômage de masse. Alors, le texte sur lequel je vais revenir, je ne vais pas juste vous faire un résumé du chapitre, je pense que ce n'est pas la chose la plus intéressante. Je vais essayer de revenir sur les éléments qui sont les plus marquants dans ce texte. Donc un peu de commande dans le cadre de l'ouvrage où on m'a demandé un résumé des 5 années de politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis du marché du travail, vis-à-vis de l'emploi et notamment vis-à-vis du chômage. Donc c'est un peu ça que je vais essayer d'exposer ensemble avec vous et qui offrira la base de l'échange qu'on peut avoir un peu derrière. Alors, vous le savez, donc le chômage était une condition de masse avant l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. Elle l'est toujours maintenant. Je pense que le texte qui a été écrit il y a 1 an, en fait, au final, avec les allers-retours, a pris une actualité encore plus forte à l'heure actuelle. On est à un peu plus de 6,7 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, donc une masse assez considérable de la population, parce qu'une personne sur 10 en France est inscrite à Pôle emploi. Si on compte que les personnes majeures, c'est 1 sur 8 ou 1 sur 9. Donc on est dans un moment où l'identité collective d'appartenir à Pôle emploi, d'être inscrit à Pôle emploi, est une réalité massive. Ça, c'est quelque chose qui était déjà le cas, mais ce qui me paraît peut-être plus intéressant à évoquer, ce sont les inflexions qu'a apporté Emmanuel Macron à cette situation et à ce que signifie le chômage, à ce qu'il représente comme expérience sociale, individuelle et collective. En l'occurrence, sous Emmanuel Macron, je pense qu'il y a 4 points sur lesquels il faut revenir. 4 inflexions fortes depuis 2017. La première, c'est le souci d'étatisation des dispositifs du chômage, dont je vais revenir dessus. Le souci de placer sous contrôle de l'État un ensemble de dispositifs, de régulation, de gouvernement qui n'étaient pas sous contrôle étatique, qui étaient sous contrôle syndical, patronal, etc., mais qui sont passés sous contrôle étatique depuis peu. Deuxième point,
c'est la diffusion de mythes. Alors je dis mythe, on pourrait dire un peu de légende, mais c'est peut-être le seul point de proximité entre Emmanuel Macron et Walt Disney, c'est le souci d'inventer des histoires qui ne correspondent pas au monde réel. Et donc je pense important de revenir sur ce point. Troisième élément qui me paraît intéressant, c'est la question de la paupérisation des ayants droit, donc des bénéficiaires d'allocations et de prestations sociales en France, et je voudrais revenir avec vous sur la manière dont leurs conditions d'existence, leurs revenus matériels ont baissé depuis 2017. Et enfin, dernier point d'importance, c'est la question des différentes formes de maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire les différentes formes de violence dans les organisations qui, elles aussi, ont connu un accroissement depuis 2017. Tout cela, ce que je voudrais essayer de dire ici, c'est qu'il ne s'agit pas que d'aléas ou de contingences un peu hasardeuses, malheureusement, le contexte a fait que. Non, il s'agit de choix politiques en partie affirmés, en partie, mais c'est une partie qui me paraît importante à évoquer. Ce sont des choix explicites qu'on peut retracer et dont l'accumulation successive de décisions, lorsqu'on les met tout ensemble et qu'on présente l'ensemble de choix opérés dans un domaine depuis 2017, montre une volonté politique qui esquisse un projet de transformation sociale. Et donc, je pense important de bien avoir en tête que le projet d'Emmanuel Macron n'est pas un projet conservateur qui viserait à garder les choses comme elles sont, qui est le projet historique du conservatisme tel qu'il existe, c'est-à-dire se dire que ce qui existait préalablement était une bonne chose, il faut revenir à ce qui existait avant, ou au moins maintenir ce qui existe aujourd'hui. Emmanuel Macron est un homme réformateur qui veut transformer les choses. Donc c'est un dirigeant à caractère idéologue, pas au sens négatif du terme, c'est un homme qui a des idées politiques très fortes et qui veut les appliquer au monde réel. Voilà, je voudrais expliquer comment les 4 points que j'ai évoqués en témoignent. Alors, le premier élément, qui est peut-être, je pense, l'enjeu le plus implacablement mené par les différents gouvernements sous Emmanuel Macron depuis 2017, c'est son projet d'étatiser ce que signifie, ce que représente et ce que produisent les dispositifs du chômage. Alors, certes, beaucoup des politiques d'emploi en France sont déjà étatiques. Pôle emploi est une institution étatique, sous contrôle de l'État. La plupart des grandes lois en matière d'emploi sont des lois étatiques. La réduction du temps de travail, le SMIC est fixé par décret. Donc, le domaine de l'emploi en France est largement prescrit par l'État. Mais, depuis très longtemps, il y avait 2 institutions clés qui échappaient assez largement au gouvernement par l'État, que sont l'assurance chômage d'une part et la formation professionnelle de l'autre. 2 éléments où se discute, se négocie l'emploi qui n'était pas sous contrôle ou sous tutelle de l'État, qui constituaient donc des contre-pouvoirs en cela à n'importe quel gouvernement, alors, qui pouvaient basculer dans un sens ou dans l'autre selon la couleur politique qui était à la tête du pays, mais qui étaient des contre-pouvoirs, certes relatifs, mais tout de même notables. Alors, ces 2 contre-pouvoirs ont connu donc un affaiblissement très fort et un passage massif sous tutelle étatique. D'abord, l'assurance chômage, j'imagine que vous l'avez assez largement suivi. Le moment hausse de la CSG en 2018, qui est un moment assez important, même s'il a été largement masqué par beaucoup d'autres décisions politiques prises au même moment, mais il est important de bien se rappeler que en France, avant 2017, l'assurance chômage était financée par vos salaires, c'est-à-dire vous cotisiez, il y avait une cotisation sur votre salaire qui finançait l'assurance chômage, vous avez votre argent issu de votre travail, part dans une tirelire nationale, et ensuite on répartit entre les ayants droit au chômage l'argent. Alors c'était 4% pour les employeurs, 4% de votre salaire que versaient les employeurs, c'était 0,95% du salaire que versaient les salariés. Cet argent abondait l'assurance chômage. Tout ça a disparu au 1er janvier 2019, remplacé par donc la contribution sociale généralisée, la CSG, qui est un impôt, et non pas une cotisation, qui est un impôt non progressif, qui est un impôt qui touche tous les revenus à un même montant, et surtout qui est un impôt et pas une cotisation, ce qui signifie que chaque année, l'usage qu'on fait de ces fonds est voté au Parlement. Ce qu'on fait de la CSG n'est pas fléché par la sécurité sociale, c'est pas comme une cotisation. Une cotisation, vous avez cotisé 200 € à l'assurance chômage, ça ne peut qu'aller à des chômeurs, ça ne peut qu'aller à l'assurance chômage. Un impôt, ce n'est pas ça. L'impôt, vous acquittez de vos impôts, enfin je pense que beaucoup de gens ici le font, enfin en tout cas j'ai reconnu aucun nom des Pandora Papers, mais donc beaucoup de gens s'acquittent de leurs impôts. L'argent des impôts est administré par la majorité politique du pays. Il est voté à l'Assemblée nationale qui en applique les fonds. Ce qui signifie donc que l'argent du chômage est passé sous contrôle discrétionnaire du gouvernement. Ce qui est un basculement majeur, et c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an qui désormais ne sont plus gérés par la sécurité sociale, mais par le gouvernement qui pour l'instant l'a versé à l'assurance chômage, mais ça signifie que tout autre projet politique de liquidation de l'assurance chômage pourrait désormais prendre la forme d'un projet de loi des finances, exclusivement. Donc une fragilisation assez nette des modes de financement de la sécurité sociale. De l'UNEDIC, bon, je ne vais pas revenir sur le détail de ça. Deuxième point,
La formation professionnelle. Là aussi, vous le savez sans doute, il y a quand même beaucoup de salariés qui utilisent la formation professionnelle, notamment dans le privé. Jusqu'à présent, la formation pro passait notamment par ce qu'on appelle les FONGECIF. Alors, FONGECIF, c'est un mot barbare pour dire Fonds de gestion des congés individuels de formation. Les FONGECIF, qui sont des organismes paritaires, administrés là aussi par les syndicats et le patronat, qui organisaient et géraient la formation des salariés. Or, Emmanuel Macron a mis un premier coup très fort dans ce système de formation professionnelle qui n'était pas sous tutelle de l'État, mais bien sous tutelle des partenaires sociaux, par une réforme qui n'a pas été pour rien, je pense, dans la motivation qui a accompagné certaines personnes qui ont voté pour lui en 2017. C'est la promesse, peut-être vous en souvenez, d'élargir aux démissionnaires l'allocation chômage. C'est une grande promesse de Macron, si vous démissionnez, vous aurez l'allocation chômage. Ce qu'il a fait effectivement, alors, si vous démissionnez, que vous avez fait 5 ans dans une même boîte, que vous avez déposé un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création d'entreprise, c'est un formulaire CERFA, donc, dont le titre fait à peu près 14 lignes, et que vous avez été évalué par une commission régionale, qui est une commission désormais sous contrôle de l'État. Et donc, les projets de formation des individus qui auparavant étaient validés par le monde syndical sont désormais sous contrôle d'opérateurs publics gouvernementaux. Donc on a deux mouvements, comme ça, assez forts, assez marquants, de saisie par l'État de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Donc, ce qui faisait les dispositifs de accompagnement, de remise à l'emploi ou de financement des personnes privées d'emploi sont désormais sous contrôle étatique et non plus sous contrôle des partenaires sociaux. Alors, je ne vais pas passer trop longtemps dessus. Il faut bien avoir aussi en tête que ça s'accompagne de la liquidation de plusieurs dispositifs qui existaient. Je pense à le régime de garantie des salaires, qui est une vieille création en 1973. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est un régime imaginé par le MEDEF de l'époque, qui se rend compte qu'en fait, ça va coûter très cher s'il faut reformer les gens à chaque fois qu'ils perdent un boulot. Et donc, qui s'arrange avec les syndicats en disant peut-être qu'on pourrait indemniser les gens dès qu'ils perdent leur travail pour les mettre en formation. Donc, ce régime est aussi en voie de liquidation. Normalement, il est censé disparaître en 2022. Donc, il constitue encore un exemple, on pourrait en prendre beaucoup, de dispositifs qui échappaient à l'État et qui sont tout de suite qui sont centralisés. Donc, il y a, contrairement à ce qu'on pourrait penser lorsqu'on associe peut-être rapidement Emmanuel Macron au libéralisme, un souci d'étatisation massif des politiques de l'emploi et des politiques sociales sous son mandat. Par ailleurs, cette espèce de reprise en main étatique, elle a évidemment un effet majeur qui est de nommer les gens dans les institutions. C'est-à-dire à partir du moment où c'est l'État qui reprend le pouvoir, qui reprend la main, ce ne sont plus les syndicats ou le patronat qui s'accordent sur des responsables politiques ou administratifs, c'est l'État lui-même qui fait des nominations. Et qui a du coup nommé des porte-paroles à différents niveaux institutionnels qui accréditent et diffusent certaines croyances sur le marché du travail, certains mythes qui ne sont pas partagés dans le monde du syndicalisme ou du patronat. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'au-delà de l'idée même de finalement c'est l'État qui contrôle l'argent, il y a un autre sujet qui est presque plus important, qui est de savoir qui a le droit de parler légitimement, qui a le droit de dire ce qui est censé être vrai sur le marché du travail. Et maintenant, les syndicats et le patronat ont perdu ce droit à la parole, parce qu'ils ne sont plus en première loge, ils ne sont plus invités, on n'entend plus les micros, c'est plus les responsables de cette politique, ce sont des responsables d'État qui en général ont des formations beaucoup plus proches, qui évidemment ont une ouverture sociale beaucoup moins importante, des hauts fonctionnaires, et qui ont aussi assez régulièrement des colorations politiques qui leur permettent de monter plus ou moins rapidement au sein de l'administration publique. Alors peut-être un exemple actuel qui me paraît assez marquant, c'est celui c'est un peu une vieille ritournelle qui arrive régulièrement, la question des emplois non pourvus. Donc vous avez sans doute aussi entendu ce truc-là. Donc c'était vraiment le grand truc de Monsieur Gattaz. Hein. Je pense qu'il ne pouvait pas passer une journée sans parler d'emplois non pourvus, peut-être un pari d'enfance conservé depuis, je ne sais pas. Mais c'est toujours aussi le cas de François Roux de Bézieux, donc le nouveau président du MEDEF. Vous savez que MEDEF, c'est de père en fils en sautant une génération. Hein. En général, ils ont tous parents, les grands-parents qui dirigé le MEDEF, donc un côté dynastique, mais donc qui a adopté ce même discours consistant à dire qu'il y aura un problème majeur en France, à savoir les employeurs n'arrivent pas à recruter, ce serait terrible. La preuve, mon bon monsieur, ma bonne dame, il y aurait 300 000 emplois non pourvus dans le pays. Ce qui se discute sur le chiffre, mais je ne vais même pas rentrer dans la discussion arithmétique, je pense que c'est un chiffre qui n'a pas beaucoup de sens. Mais même si on l'admettait, qu'il y avait 300 000 emplois en difficulté de recrutement, le premier réflexe intellectuel qui me paraît assez solide et efficace, c'est de se demander combien d'emplois sont pourvus à côté de ça. Or, il y en a 21 millions l'année dernière d'emplois qui ont été pourvus en pleine crise. Donc, il y aurait effectivement en France, de manière dramatique, 1,4% des emplois non pourvus. Donc, dit autrement, plus de 98% des emplois en France trouvent preneur. Après, si on peut prendre au sérieux un peu cette
cette complainte patronale, on peut se dire pourquoi cette somme marginale d'emplois non pourvus. Et là, en l'occurrence, il y a pas mal d'enquêtes qui sont menées. Je pense à Pôle emploi qui fait une enquête tous les ans, besoin de main-d'œuvre. Une enquête qui. On peut revenir après sur comment elle fonctionne, mais en gros, c'est une enquête par questionnaire téléphonique auprès d'employeurs, et il y en a à peu près 6000 qui sont interrogés chaque année, et après, il y a un redressement statistique sur les résultats. Et donc, qui montre qu'il y a plusieurs enjeux, effectivement, qui expliquent les quelques employeurs qui ne parviennent pas à recruter, cette minorité. Alors, le premier enjeu, c'est que, d'abord, ils n'ont pas de salariés pour recruter. C'est-à-dire que beaucoup de patrons, en fait, ont une difficulté à recruter, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de faire les entretiens d'embauche. Donc, une des difficultés majeures parmi les peu qui ont une difficulté, c'est qu'ils n'ont pas le temps de recruter. C'est pas qu'il n'y a pas de candidats et que les candidats n'arrivent pas, c'est qu'eux n'ont pas le temps de les recevoir. Donc, vous avez des employeurs qui reçoivent 20-30 CV, qui ne leur répondent pas. Mais pas par mauvaise volonté, parce que lorsque vous tenez une boutique comme fleuriste, ça prend un temps. En fait, il faudrait avoir une journée entière à fermer le rideau pour recevoir des gens et les recruter. Ça prend un temps fou. Et les petits employeurs n'ont parfois pas le temps et l'énergie de faire ça. Deuxièmement, parce qu'une partie du patronat concerné propose des emplois peu acceptables. Pour ne pas parler des emplois illégaux, on va juste rester dans les emplois légaux. Même si je pense que 1,4% d'emplois non pourvus, il y a une dose d'emplois illégaux à l'intérieur qui n'est pas négligeable. Mais une partie du patronat propose des emplois au SMIC, de nuit ou avec des heures supplémentaires non payées, etc. Et après, s'étonne effectivement de ne pas réussir à pourvoir, ce qui conduit à des solutions qui me semblent assez nettes. Je pense à l'accord qu'il y a eu il y a 2 semaines, vous avez suivi dans l'hôtellerie-restauration, peut-être si quelqu'un y travaille ou y a travaillé. Il y a eu un accord il y a 2 semaines de branche où le patronat n'arrivait pas à recruter et ils ont finalement accepté de donner un 13e mois, plus 5% de salaire et repos compensateur une semaine sur 2, tout de suite il n'y a plus de problème. Voilà, les problèmes ont été levés de recrutement. Donc, il n'y a pas forcément une pénurie de gens pour travailler, il y a une pénurie de salaire pour les payer. Ce qui est évidemment une manière très différente de cadrer un même problème. Enfin, autre difficulté qu'on peut retrouver parfois sur le domaine de l'emploi en termes de capacité des gens à répondre aux offres d'emploi, c'est les politiques de logement et de transport. C'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être que vous avez vu ça passer, il y a autour de Cherbourg, il y a un discours actuellement sur Cherbourg serait une nouvelle Eldorado des offres d'emploi, donc il y aurait plein d'emplois à Cherbourg, il y a des difficultés à recruter à Cherbourg. Ce qui est en partie vrai. Il y a effectivement plusieurs milliers d'offres d'emploi à Cherbourg. Il y a plus que 5000 personnes inscrites à Pôle emploi à Cherbourg, donc c'est très faible historiquement. Mais en fait, il n'y a plus de logement. Et donc, évidemment, il y a des employeurs qui veulent recruter, mais il n'y a pas de logement à côté. Donc, il y a une incapacité des employeurs, avec leur meilleure volonté, et des salariés avec leur meilleure volonté, de venir travailler. À moins de venir bosser, dormir dans leur voiture, ou de s'entasser dans des garages. Ce qui est, je pense, pas souvent le rêve en tout cas, qu'entretiennent de nombreux salariés qui cherchent un emploi. Donc voilà. Et je ne reviens pas sur le cas des fausses offres, puisque une partie aussi de ces offres sont des offres qui n'existent pas, avec des employeurs qui composent des bases de CV. Et en fait, il faut mettre des offres en ligne sur Pôle emploi, c'est un coût assez régulier sur Pôle emploi, et en fait, n'ont pas d'offres à pourvoir, mais demandent à des chômeurs de postuler, gardent les CV, et comme ça, la prochaine fois, ils ne se passent pas par Pôle emploi, ils passent des coups de fil directement. Donc, une manière de gagner du temps aussi, des offres qui n'existent pas. Donc, des offres qu'on appelle des offres fantômes. Donc, en tout cas, je pense que François Roux de Bézieux, à cet égard, vole plus souvent au secours de Casper que du petit patron. Troisième élément qui me semble important, c'est la question des revenus et de la paupérisation qui est en cours, puisque cette reprise en main étatique des institutions de l'emploi poursuit un objectif net qui est celui de creuser l'écart. C'est quelque chose qui est explicite, il y a des discours présidentiels, notamment le discours au mois de janvier tous les ans sur les politiques sociales qui l'affirment, creuser l'écart entre le niveau des allocations et le niveau des salaires. Alors, en tant que tel, ce slogan, creuser l'écart entre allocations et salaires, n'a pas toujours été un slogan qui était dans la droite du champ politique, ou qui était un slogan, alors on peut dire néolibéral ou libéral selon le terme qu'on veut employer. C'est un slogan qu'on a trouvé longtemps dans le mouvement ouvrier. L'idée qu'il faut que, entre l'allocation sociale et le revenu du travail, il y a un écart, ça a longtemps été un mot d'ordre du mouvement ouvrier. Sauf que dans le mouvement ouvrier, on résolvait ce mot d'ordre en augmentant le salaire. C'est-à-dire que la revendication historique, qui était celle de la CGT dès 1910-1911, quand elle met en place une politique des salaires, c'était l'idée de se dire il faut que les salaires soient plus hauts que les allocations. À l'heure actuelle, la solution à apporter est l'inverse. C'est de baisser l'allocation pour accroître cette distinction entre le revenu disons, d'activité et les revenus dits de remplacement. Donc une baisse massive des prestations. Cette baisse, on la voit depuis 2017 sur dans beaucoup de bases de données, en fait, dans beaucoup de résultats. D'abord, le fait qu'aujourd'hui, on est passé à moins de la moitié des chômeurs indemnisés. C'est-à-dire que moins de la moitié des gens à Pôle emploi touchent une indemnisation. Ce qui évidemment amène à réfléchir lorsque le discours gouvernemental est
les allocations sont trop hautes, les gens ne travaillent pas, la moitié on ne touche pas. Donc, en termes d'allocations trop hautes, on a fait mieux dans l'histoire de France. La moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés, soit parce qu'ils sont en fin de droit, soit parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions pour s'affilier au régime. Par ailleurs, vous avez, j'imagine, suivi la réforme de l'assurance chômage, qui a eu beaucoup de rebondissements, cassée par le Conseil d'État au printemps dernier, validée finalement ce matin ou hier soir, je ne sais plus quand est la date, enfin en tout cas il y a quelques heures, la version définitive a été validée, et qui fixe des nouvelles règles qui vont diviser par deux les prestations, enfin le revenu de remplacement de 1 million de chômeurs, et qui vont baisser ceux de 40% d'entre eux. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi cette espèce de petit tour de passe-passe arithmétique, qui est quand même assez compliqué, de quoi s'agit-il? La réforme de l'assurance chômage, par Emmanuel Macron, en fait, elle vise à changer la manière dont on calcule les allocations. Donc, c'est pas une réforme qui baisse les allocations, c'est pas une réforme qui baisse les gens qui auraient le droit. Alors, elle le change aussi, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est une réforme qui change la manière de calculer les allocations chômage. Alors, là, on est le 22 octobre. Exemple, vous avez travaillé pendant 11 jours, disons les 11 premiers jours du mois, vous avez eu un boulot, pendant 11 jours, et vous étiez payé 1000 euros. Voilà. Donc, admettons que vous avez fait ça, pendant 11 jours, payé 1000 euros. Jusqu'à présent, on calculait vos droits en disant, voilà, cette personne a cotisé sur une base de 1000 euros pendant 11 jours, et donc elle aura le droit à 11 jours d'allocation chômage à, en gros, 700 euros. 70% de 1000 euros. C'est à peu près comme ça que ça marchait. On disait, voilà, vous avez cotisé avec un salaire à 1000 euros, par rapport à vos 1000 euros, on calcule les allocations, et combien de temps vous avez travaillé? 11 jours, vous avez 11 jours d'allocation. Bon, il y a un seuil, on n'a pas le droit au bout de 11 jours d'avoir les allocations, il faut au moins 4 mois, mais c'est pour simplifier. Désormais, ce qui se passe, c'est que on compte les jours non travaillés à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on dit, vous êtes le 22 octobre, vous avez travaillé du 1er au 11 pour 1000 euros, mais du 11 au 22, vous n'avez pas travaillé. Donc, sur la durée, vous avez gagné en moyenne 500 euros. Donc, vous serez indemnisé sur une base de 500 euros. Voilà, c'est comme ça que s'opère la réforme, qui est une réforme très complexe et très technique, et qui va baisser, alors c'est 39% pour tout à fait exact, des allocataires d'allocation chômage vont voir leur revenu diminuer. Et les 10% les plus précaires, eux, vont le voir divisé par 2. Alors il y a quelques cas même par 4 de division, parce qu'en plus, c'est une loi qui résonne par mois calendaire. Donc en fait, on compte les jours, non pas en disant par exemple du 15 septembre au 15 octobre, ça fait un mois, mais c'est que le 1er au 30 du mois. Donc parfois, si vous avez travaillé un jour le début du mois, et que vous n'avez pas travaillé le mois d'avant, on vous divise par 30 le truc. Enfin bon, c'est des problèmes de calcul très forts. C'est pour ça en fait que le Conseil d'État avait cassé la réforme une première fois. Là, ils l'ont validé parce que le gouvernement est revenu sur quelques-unes des dispositions qui étaient les plus contestées, notamment pour la suppression de l'allocation pour les femmes enceintes, en fait, qui avaient des calculs qui étaient eux-mêmes modulés au mois, etc. Bon, on va pas revenir dessus, mais en tout cas, il y a désormais donc une double peine. Non seulement, quand vous cotisez peu, vous avez peu de durée de couverture, ce qui a toujours été le cas. Lorsqu'on cotise un an, on a 2 fois plus de durée de chômage que quand on cotise 6 mois. Mais en plus d'avoir une variation de la durée, vous avez une variation du montant. C'est-à-dire, moins vous avez travaillé, plus vos droits seront faibles à salaire égal. C'est-à-dire 2 personnes qui ont travaillé pour le même salaire n'auront pas la même allocation si jamais il y a 1 jour ou 2 de différence dans le nombre de jours travaillés. Donc c'est une rupture assez majeure. C'est-à-dire que le chômage qui est inventé en France pour couvrir les durées de travail, qui est inventé pour indemniser les gens qui travaillent, est désormais une allocation qui pénalise les gens pour ce qu'ils n'ont pas travaillé. C'est donc un basculement dans le sens du chômage qui est tout à fait majeur. Et ce d'autant plus que maintenant il faudra travailler 6 mois pour ouvrir des droits et non plus 4. Enfin, je pense que la grande conséquence de ça, en tout cas on commence à la voir, il y a eu des enquêtes de l'UNEDIC qui ont été menées, j'ai eu la chance un peu d'y contribuer pour certaines d'entre elles. Ce qui est assez notable, c'est que désormais, on a vu un effondrement de ce que demandent les chômeurs comme emploi. C'est-à-dire que la conséquence majeure, certes, ça va paupériser des gens, mais c'est peut-être pas le résultat essentiel. Ce qu'on voit surtout, c'est que pour éviter la paupérisation, les allocataires de l'assurance chômage acceptent n'importe quoi. Et ont baissé très largement leurs revendications. On a maintenant des personnes qui acceptent effectivement des emplois au niveau du SMIC ou même sous le SMIC, ce qui n'aurait pas existé avant. Il y a notamment toutes ces personnes qui sont pénalisées par la durée, par le fait d'avoir travaillé la moitié du mois. Eh bien, ces individus-là acceptent des emplois à 800 euros, à 900 euros. Conséquence de ça, une bonne partie du patronat est tout à fait au courant et vous voyez fleurir sur les bases de Pôle emploi ou sur d'autres sites de recrutement les offres d'emploi à 600, 700, 800 euros. Parce que désormais on sait que pour plein de chômeurs, il vaudra mieux ça que leur allocation chômage. Et donc, c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est que chaque fois qu'on dégrade le régime d'assurance chômage, il ne s'agit pas juste de faire payer les chômeurs, il s'agit surtout de mettre sur le marché des offres d'emploi précaires, qui iront à d'autres gens qui ne sont pas chômeurs, qui iront à des jeunes
qui recherchent un premier emploi, à des seniors qui sont en fin de formation, etc. Donc on a depuis désormais quelques mois, par anticipation, une dégradation de la qualité de l'emploi, et l'INSEE montrait sur le semestre dernier que les salaires versés en France ont baissé de 3%. C'est une première fois depuis très longtemps. Il y a une baisse de 3% de montant des salaires versés en France au semestre dernier, parce que les employeurs anticipent que les gens ne pourront pas refuser les offres d'emploi qui sont, pour certaines d'entre elles, indignes ou pourries. Et ce, d'autant plus, dernière petite cerise sur le gâteau qui vient parachever cet édifice juridique, que depuis un décret publié entre Noël et le jour de l'an 2018, les chômeurs ne sont plus en droit d'exiger un niveau de salaire. Désormais, à Pôle emploi, vous êtes pris en charge, vous n'avez plus de niveau de salaire minimum que vous pouvez refuser. C'est-à-dire, on peut vous obliger à prendre une offre d'emploi qui est dans votre secteur, dans votre formation, à une distance kilométrique donnée, mais au salaire indifférent. Si vous touchiez 3 000 €, on peut théoriquement vous obliger à prendre un boulot au SMIC. Alors, la plupart des conseillers n'appliquent pas ça. En fait, c'est-à-dire un gros problème, c'est qu'à Pôle emploi, les conseillers n'appliquent pas le droit. Parce que si les conseillers appliquaient le droit, il y aurait des violences, comme on en voit parfois, beaucoup plus souvent. Et donc les conseillers savent très bien en fait que ça ne sert à rien par ailleurs. Vous faites des entretiens avec les conseillers, ils vous disent tous, les demandeurs d'emploi, si on les met à 600 €, ils trouveront encore moins bien du boulot que si on les met à 1500. Parce qu'ils iront même pas au rendez-vous, ils feront moins de rendez-vous d'embauche, ils auront plus le forfait téléphonique pour appeler, ils prendront plus le bus pour aller à un rendez-vous à 2 heures. Donc ils savent très bien que paupériser ne permet pas de trouver de l'emploi. Mais donc, en tout cas, juridiquement, un décret permet désormais de contraindre les chômeurs à la reprise d'emploi, quel que soit le salaire. Donc, décret, je disais, pris au moment de la trêve de Noël. Donc, on voit qu'Emmanuel Macron a un sens très particulier de la trêve de Noël, puisque pour lui, visiblement, c'est plus le moment où on en profite pour terminer d'abattre les gens au lendemain de leur soirée de réveillon. Enfin, dernier point qui me paraît important à évoquer, c'est celui des formes de maltraitance institutionnelle, puisque on voit depuis 2017 un ensemble de mesures vexatoires, qui sont avant tout du discours public, des mesures vexatoires qui visent à retirer à l'assurance chômage son statut d'assurance. Alors, je vais revenir dessus. C'est toute une politique de stigmatisation que vous connaissez, vous avez sans doute entendu parler, qui est largement concentrée sur les fractions les plus précaires des chômeurs, puisque donc dès l'automne qui avait suivi l'élection d'Emmanuel Macron, vous avez eu le discours de Christophe Castaner qui parlait du fait qu'il fallait lutter contre les chômeurs qui partaient 2 ans en vacances. On n'imagine pas très bien comment quelqu'un peut partir 24 mois et faire ses rendez-vous Pôle emploi depuis leurs vacances. Bref, tandis que Damien Adam aussi, député LREM fameux de Seine-Maritime, vous ne le connaissez pas, hein. Bon, c'est pas grave. Tandis que Damien Adam s'épandait sur les gens qui partent en vacances aux Bahamas avec les allocations chômage. Ce qui indique, je pense, que Damien Adam ne paye pas lui-même ses séjours aux Bahamas, premièrement, et deuxièmement, qu'il ne connaît pas le montant des allocations chômage, ni qu'il ne connaît pas le montant le prix de la vie aux Bahamas. Donc ça informe plus, je pense, sur Damien Adam que sur les politiques sociales françaises. Et donc, cet ensemble de déclarations à caractère vexatoire, elles ont comme objectif de retirer à l'assurance chômage son statut historique, à savoir d'être une assurance. Le principe d'une assurance, c'est quoi? C'est qu'on met de l'argent de côté en cas vis-à-vis d'un risque, on met de l'argent de côté. Si le risque se réalise, on touche l'argent. L'assurance auto, vous payez de l'argent et si jamais il y a un accident, vous êtes indemnisé. L'assurance maladie, pareil, vous mettez de l'argent de côté tous les mois, enfin, on ne vous demande pas votre avis, mais vous cotisez avec votre salaire et vous êtes indemnisé. La carte vitale permet de couvrir une partie des dépenses, même si c'est de moins en moins. Mais donc un risque est couvert en mettant de l'argent de côté. Le chômage, c'est ça, mais il faut en plus bien se comporter. C'est quand même une spécificité du chômage. C'est que c'est une des rares assurances où on vous demande de vous comporter comme le demandent des administrateurs ou des fonctionnaires, enfin c'est plus des fonctionnaires à Pôle emploi, mais comme le font des contrôleurs de la recherche d'emploi, qui eux peuvent vous suspendre votre indemnisation. Alors qu'on pourrait très bien se dire, c'est une assurance, c'est-à-dire que les gens qui ont cotisé pendant 10 ans, ils ont mis au total, alors sur 10 ans, ils ont dû mettre, sur un salaire moyen, c'est 300 € par mois à peu près, donc sur 10 ans, ils ont mis 300 à l'année, 3000 sur 10 ans, ces gens ont mis 35 000, 40 000 € dans l'assurance chômage, en 10 ans de cotisation, et après, on vient les traquer sur l'usage qu'ils font de cet argent. Alors en fait, c'est leur. C'est-à-dire que le principe de l'assurance, c'est que c'est votre argent. C'est vous qui avez mis de l'argent dedans et qui le touchez lorsque le risque se réalise. C'est pas le contribuable. Personne ne paye pour les chômeurs en France. Les chômeurs payent pour eux-mêmes. Aucun de votre argent, de vos impôts, ne sert à financer les chômeurs. C'est l'argent que vous avez mis vous, dans votre travail préalablement, et que vous touchez vous, lorsque, éventuellement, vous perdez un emploi. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Lorsqu'on compare à une autre assurance, par exemple, l'assurance maladie, on vous dit pas, oui, vous avez une sinusite, mais fallait mettre un pull. Pourquoi on irait vous payer l'indemnisation? Fallait mettre un pull, il fallait bien se comporter.
Parce que vous avez l'assurance accident du travail, on ne vous dit pas, allez, vous êtes tombé de l'échafaudage, mais est-ce que vous avez vérifié que le boulon était bien arrivé? Non, alors que l'assurance chômage, oui. C'est l'assurance sur laquelle se joue toute l'attaque générale du régime assurantiel. C'est l'objectif des réformateurs libéraux, c'est de faire sauter l'assurance chômage, parce que c'est, en tout cas d'appliquer dans l'assurance chômage leur rêve, à savoir la charité. Et rétablir l'idée caritative dans le régime de l'assurance. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ne donne pas au chômeur quelque chose auquel il a droit parce qu'il a cotisé, mais qu'on donne à un pauvre un revenu dont il a besoin parce qu'il demande et qu'il demande à la collectivité de l'indemniser. Et c'est ça qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que, alors c'est le cas pour des prestations, le RSA par exemple, c'est une prestation caritative quasiment, hein. C'est une prestation, c'est une allocation non assurantielle, c'est de l'assistance. Mais le chômage n'est pas de l'assistance, c'est de l'assurance. Et donc, il y a une offensive depuis des années pour rogner le régime d'assurance et le transformer en régime d'assistance et revenir à des idées caritatives comme on les avait jusqu'en 1958. Il faut bien rappeler que la France est un des derniers pays d'Europe à se doter d'une assurance chômage, c'est 1958, création de l'UNEDIC. Alors c'est le 1er janvier 59, mais ils ont antédaté. Parce que De Gaulle avait dit, si vous ne signez pas avant minuit le 31 décembre, on étatise tout. Donc on a fait semblant que c'était mis d'accord, même si c'était durant la nuit du 1er janvier 59 qu'ils ont signé. Mais donc, on a un régime assez récent et qui suscite des attaques non-stop depuis 58, qui a été jamais accepté totalement par l'ensemble du patronat. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Je pense à des pays comme l'Italie ou comme l'Allemagne, où c'est un peu plus complexe et où le patronat a très vite trouvé son intérêt à l'assurance chômage. Et tout à fait d'accord pour cotiser en son sein, et donc à jouer le jeu. En France, c'est pas le cas. On a toujours eu un CNPF puis un MEDEF très hostile à l'assurance chômage. Et bon, c'est aussi lié à la manière dont s'organise le patronat français. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le grand patronat du MEDEF, vous avez les artisans à l'UPM, et vous avez, à l'UDP, et vous avez les PME à la CPME. Et dans un pays comme l'Allemagne ou l'Italie, le patronat est organisé par branche, pas du tout par niveau patronal. Donc vous avez le patronat de la sidérurgie, patronat de la chimie, du médico-social, de l'enseignement, etc. Et donc ça fait que certains secteurs ont un intérêt à l'assurance chômage et sont OK pour que les autres payent pour eux. Pour ça qu'en fait, une partie du patronat est d'accord dans d'autres pays. En Allemagne, le patronat, par exemple, dans l'intérim, est ravi de l'assurance chômage. Parce que tout le monde cotise, mais c'est eux qui touchent plus que les autres. Enfin, c'est leurs salariés qui touchent plus. Donc c'est pour ça que ces pays où on a créé par secteur, on a organisé le patronat par secteur, sont des pays où le patronat est favorable en partie à l'assurance chômage. Parce qu'ils voient très bien les gagnants et les perdants. Ils sont directement organisés. Il y a des conflits très violents en leur sein d'ailleurs, hein, dans les fédérations patronales, entre les gens favorables et les gens hostiles, en gros ceux qui payent et ceux qui reçoivent. Alors, tout ça pour dire donc on a eu différents changements que j'évoquais depuis le début des règles de l'indemnisation, donc, que je mentionnais, les réformes de l'assurance chômage X et Y, qui ont notamment conduit à une augmentation des erreurs administratives. Ça c'est un point aussi qui est tout à fait fondamental, c'est qu'on a vu qu'on doublait voire triplé les erreurs administratives, et donc le fait que des gens sont exposés à des retenues pour sanctions, à des sanctions pour n'importe quoi, à des retenues pour sanctions, c'est-à-dire on leur retient une partie de leur allocation chômage, le temps de vérifier si effectivement c'était une fausse déclaration qu'ils ont commise. On le voit beaucoup, notamment dans les rapports qui sont publics du médiateur à Pôle emploi. Il y a une médiation à Pôle emploi qui fait un rapport annuel sur les plaintes, et on voit une montée de ces problèmes-là, à savoir le fait qu'à Pôle emploi, toute déclaration erronée est intitulée fausse déclaration. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué, c'est-à-dire que il n'y a pas de notion d'erreur à Pôle emploi. Dans l'ordre juridique, vous avez les déclarations valides et vous avez les fausses déclarations. Et donc on compte comme fausse déclaration le fait de s'être trompé sur une déclaration d'un jour dans la fiche employeur, ce qui évidemment crée une ambiance assez lourde dans les interactions lorsque on vous appelle pour vous parler de votre fausse déclaration, lorsque vous êtes trompé de 8 heures dans votre déclaration d'intérim. Donc l'intention frauduleuse n'est pas l'enjeu à Pôle emploi, elle n'existe pas dans l'ordre juridique interne, et d'autant plus que les déclarations erronées à Pôle emploi ont un délai extraordinaire de prescription de 10 ans dans le Code du travail. C'est les seuls. Hein. Vous pouvez faire des erreurs de déclaration dans plein d'organismes sociaux. Ça s'arrête au bout de quelques années les poursuites possibles, mais à Pôle emploi c'est 10 ans. Il y a un délai spécifique où Pôle emploi peut venir 10 ans après vous rappeler que sur une fiche d'intérim il y avait une erreur et que vous leur devez 300 euros. Voilà, c'est la seule institution sociale qui fonctionne avec ce type de délai dans le temps et de capacité à venir rechercher les personnes très longtemps après que leur statut a changé. Évidemment, et parfois pas forcément pour le mieux, parce que les gens ne peuvent pas passer au RSA, on vient leur redemander une fois au RSA de bien vouloir s'acquitter de quelque chose qu'ils devaient lorsqu'ils avaient 1400 euros d'allocation. Donc bon. Par ailleurs, les gouvernements Valls et Cazeneuve, donc 2014-2016, 2016-2017, sous François Hollande, ont créé des équipes qu'on appelle les équipes CREU, qui ont été renommées depuis, mais CREU qui veut dire contrôle de la recherche d'emploi,
Maintenant, ils ont changé creux par les équipes DAC, dynamisation et accompagnement dans l'emploi. Voilà, en général, quand il y a dynamisation, ça veut dire contrôle, mais avec un sourire. C'est généralement quand même comme ça que s'organisent les slogans dans l'appareil d'État social. Et donc en 2015, avait été recruté sous ce label 200 contrôleurs et contrôleuses qui étaient chargés, comme métier exclusif, de contrôler les allocataires. C'est-à-dire, le boulot était de appeler les gens, leur adresser des questionnaires, vérifier la conformité par rapport à leurs déclarations et être sûr que ces gens sont effectivement bien inscrits à Pôle emploi à raison. Donc ils étaient 200 sous François Hollande, ils sont passés à 1000 à la fin de son quinquennat, ils sont maintenant 2000 sous Emmanuel Macron. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les gens contactés sont assez peu radiés finalement. C'est-à-dire que ces équipes de contrôle de recherche d'emploi ne radient pas en masse. C'est à peu près 10% des gens qui sont ciblés, qui font l'objet d'une radiation. En plus, ils ne ciblent pas n'importe qui, ils ont une espèce de... Enfin bref, on pourra revenir dessus dans la discussion, mais il y a 4 profils de demandeurs d'emploi qui sont contrôlés explicitement, etc. Mais sur les 10%, c'est en majorité des gens non pas qui répondent mal, mais qui ne répondent pas. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'en fait, le contrôle de la recherche d'emploi ne contrôle personne. La plupart des gens contrôlés répondent et sont effectivement conformes. En revanche, il permet de radier les gens qui n'ont pas de boîte aux lettres ou pas d'email, et qui du coup ne répondent pas parce qu'ils ne sont pas au courant qui font l'objet d'une investigation. Et du coup, la plupart des radiations ont lieu sans le signaler aux individus touchés. Et donc, au nom du contrôle de la recherche d'emploi, on a en réalité des formes de radiation des publics les plus éloignés du rapport à l'état social, et en tout cas, qui sont en incapacité de répondre à ces questionnaires ou à répondre aux formulaires, parce que c'est un formulaire avec quelques dizaines de questions très détaillées. Par exemple, quel site utilisez-vous pour chercher de l'emploi? Vous avez 10 lignes à remplir. Avez-vous une page LinkedIn? Sinon pourquoi? Enfin bref, il faut justifier sur plusieurs pages, à l'écrit, en papier, les raisons pour lesquelles on ne correspond pas au modèle type de chercheur d'emploi qui, dans ce cas-là, est un chercheur d'emploi qui est un cadre, généralement, qui s'inscrit sur des sites de recherche d'emploi. Et évidemment, il est compliqué de dire « Oui, j'ai cherché du boulot, j'ai été boire une bière avec mes collègues de l'intérim », alors que dans l'intérim, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui ne sont pas dissibles à l'intérieur, mais qui sont pourtant les vraies pratiques. C'est-à-dire que si vous bossez comme ouvrier non qualifié, c'est pas sur LinkedIn que vous allez trouver du boulot. C'est en allant retrouver vos collègues, en allant boire un coup avec eux, qui vous disent voilà, bah oui, ça recrute, il y a un chantier là, il y a une boîte là. Et ça, c'est une déclaration qui est évidemment indicible de la part des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont interrogés sur leur pratique de recherche d'emploi. En outre, et je finis là-dessus sur les logiques de contrôle, depuis 2020, là aussi, petite amélioration, Pôle emploi peut consulter vos comptes bancaires, les données téléphoniques des chômeurs, ainsi même que le fichier FICOVI, donc tous les contrats d'assurance vie, pour vérifier que vous n'avez pas de contrat d'assurance vie qui permettrait de éventuellement toucher des revenus en dehors du travail. Ça, c'est une nouveauté de 2020, l'accès à tous les fichiers qui sont interconnectés et croisés. Enfin, il faut aussi, je pense, bien voir comment ça marche dans le sens inverse, et je vais finir là-dessus. C'est bien voir à quel point les politiques de précarisation de la main-d'œuvre, donc de précarisation du travail, le fait qu'il y a de plus en plus de CDD, d'intérim, etc. Bref, le recul du CDI, aujourd'hui en France, pèse lourd sur le traitement des chômeurs aussi. Et ça, de manière inversée. C'est-à-dire que le fait que Pôle emploi, ou que les différents régimes spéciaux de couverture des allocataires recrutent de plus en plus de gens précaires, conduit à un traitement de moins en moins bon, ou de moins en moins performant, de moins en moins durable des ayants droit. Pourquoi ? Parce que vous avez désormais des agents qui restent 3, 4 ou 6 mois en poste à Pôle emploi ou dans d'autres régimes, qui du coup sont en incapacité de traiter votre dossier. Donc vous avez des gens qui arrivent, commencent leur emploi, puis ensuite sont remerciés, et du coup transfèrent votre dossier à quelqu'un d'autre, ou généralement transfèrent à personne. Parce qu'en fait ces gens ne peuvent pas transférer, ils sont connectés à une base de données, et ils sont dépendants des informaticiens pour le transfert des fichiers. Un exemple de ça, c'est par exemple l'assurance chômage de la Poste. La Poste a un régime dérogatoire. C'est à Nancy qui a le régime d'assurance chômage, il est stationné là-bas, quelques dizaines de salariés, qui sont des précaires qui restent en moyenne 6 mois en poste. Et donc ça veut dire que pour avoir une réponse à un formulaire, il faut en moyenne aussi l'envoyer 3 fois dans ce régime d'assurance chômage. Parce que les gens en face de vous, ils tournent, et vous avez une chance sur 3 d'en avoir un qui sera là, que vous aurez au 5e jour de son boulot maximum, et qui pourra traiter jusqu'au 6e mois avant de partir. Votre régime. Donc la précarisation conduit elle-même à du travail bureaucratique dans tous les sens, et à surtout l'affaiblissement général des droits dans l'état social, et à la difficulté d'accès des ayants droit aux revenus pour lesquels ils ont évidemment préalablement cotisé. Et je vais peut-être m'arrêter ici, en soulignant aussi que je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce type de dispositif reste dans le temps pérenne et continue, c'est notamment parce que les chômeurs sont la population française qui vote le moins,
et donc c'est celle sur laquelle il est le plus facile de taper généralement, puisque ça suscite peu de remise en cause électorale que de diminuer les revenus des chômeurs, par rapport à évidemment s'en prendre aux cadres, aux ouvriers organisés syndicalement, aux employés organisés syndicalement, ou aux classes moyennes qui elles votent à 90% et dont l'avis pèse très lourd lors d'une élection présidentielle, beaucoup plus que celui des chômeurs. Voilà, je m'arrête là et je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup, Adrien.